7. Ma voiture était là-haut, au débouché du chemin en casse-cou qui menait au château. Je ne m'en servais pas, n'ayant nulle envie d'aller à Marseille. J'avais passé un câble dans les roues arrière, et ce câble était solidement tendu entre deux pins, ceci afin d'éviter qu'un coup de Mistral n'emportât l'auto, ou que, durant mes absences, un mauvais plaisant ne fût tenté de débloquer les freins pour la faire capoter dans le vide. Quand je remontais le soir au château, chargé d'un dîner froid et d'autant de bouteilles de vin que je pouvais enfourrer dans mon havre-sac, Volga sautait dans la voiture, qui lui servait maintenant de niche, se roulait en boule sur le siège avant, sous le volant, faisait beaucoup de chichi avant de faire semblant de dormir. Mais chaque fois que dans mes allées et venues, entre la terrasse et la maison, mon œil tombait par hasard sur elle, je la voyais agiter doucement la queue. C'était sa façon de sourire. La vie que nous menions lui convenait. Comme moi, elle aussi était contente. J'allais, je venais, j'entrais dans la cuisine, j'en ressortais, je faisais le tour de la maison, je revenais m'installer sur la terrasse, je débouchais une bouteille, je bourrais ma pipe, je cassais lentement la croûte. Je me levais, je me rasseyais. Pour la première fois de ma vie, je ne lisais rien. À part mon petit Larousse de poche, sur papier Bible, sans lequel je ne saurais écrire une ligne, sans faire au moins 10 fautes d'orthographe, je n'avais emporté aucun bouquin. Un remorqueur venant de Port-de-Bouc et tirant derrière lui un chapelet de chalands vides longeait la côte en direction de Marseille. Marseille s'estompait dans la brume. Des grands paquebots prenaient le large. Je rentrais à la cuisine chercher des allumettes. Je m'abritais contre le mur pour allumer ma pipe. Il y avait toujours de l'air. Je me retournais. Déjà la mer tirait sur le noir. Planier allumait ses feux à éclipse et le ciel se piquait d'étoiles. Dans le grand silence qui tombait avec la nuit, le ressac montait d'un cran et chaque pin se muait en harpe d'éole. Mais les nuits de Mistral, chaque bouquet de pin hurlait comme un possédé et chaque promontoire était ébranlé comme par des explosions sous-marines qui se répercutaient espacées dans la montagne, loin derrière mon dos. Volga ne bougeait pas. Je descendais de la terrasse pour aller m'installer un peu plus bas, à l'abri du vent, derrière la crête. Il y avait des poches d'air chaud dans les creux et des nappes de lavande. Si les nuits n'avaient été si froides, voire glacées comme au Brésil, j'aurais tendu mon hamac entre deux arbres et j'aurais allumé un feu sous mes pieds, comme on le fait là-bas contre les serpents et les fantasmes nocturnes, les rhumatismes. Si je n'avais craint d'incendier les collines circonvoisines. Je finissais par rentrer. Je m'étendais sans me déshabiller sur mon lit, car la nuit je ne dormais pas. Je guettais Volga. En effet, elle ne tardait pas à sauter légèrement de la voiture, et au bout d'une demi-heure, je l'entendais aboyer au fond du cratère de rocher derrière la maison. Je n'ai jamais compris par où elle passait pour descendre dans ce gouffre de lune d'où soufflait le vent. Volga chassait pour son compte, en s'éloignant en direction de l'Hinterland. Je sortais, je prenais sa place dans la voiture. Par les nuits calmes, il m'arrivait d'allumer mes phares pour répondre au feu de Planier. Mais par les nuits de Mistral, il m'arrivait de faire tourner mon moteur et d'appuyer à fond sur l'accélérateur pour accompagner les rafales et de faire hurler mon klaxon dans les coups de vent. C'était un merveilleux mélisme qui sentait l'huile de ricin, ma joie de vivre. D'autres nuits, bien avant l'aube, je suivais Volga par les crêtes en direction de l'étang de Berre. Cela faisait bientôt 1 mois que je hantais la région.